Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de la face cachée de la Lune. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intime, puissant et encore trop entouré de silence et de tabous, le cancer du sein. Mais surtout, on va parler d'une femme, d'un vécu, d'une traversée. Mon invitée du jour est une femme forte. Elle vient nous parler de ce moment où tout bascule. L'annonce, l'opération, ce qu'on ressent dans sa tête, dans son corps et dans son cœur. Ce n'est pas un épisode médical, c'est un épisode humain. On va parler de peur, de courage, de colère, d'amour, du regard des autres, de la féminité, de la résilience. Merci à toi pour ta confiance et merci à vous d'écouter avec le cœur ouvert. Merci d'avoir accepté de venir ici. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors oui, donc je m'appelle Marilyn, j'ai 43 ans, je suis maman d'une petite fille qui va avoir 10 ans. Je vis en concubinage avec mon chéri depuis une vingtaine d'années maintenant et je suis animatrice territoriale dans la fonction publique. Comment tu te sens aujourd'hui en venant nous parler de ton histoire? Très bien, très sereine. Très à l'aise? Ouais. Bon, c'est cool. Donc Marilyn, tu es ici pour venir nous parler de ton histoire, de ce que tu as vécu récemment. Du coup, tu as été diagnostiquée d'un cancer du sein. Est-ce que Ouais. tu peux nous raconter comment tu as découvert que tu avais ce cancer-là? Oui, alors tout bêtement, moi je suis plutôt sportive et je vais dans une salle de sport 3-4 fois par semaine. Et pendant un cours de yoga, j'ai senti un truc en faisant une posture de yoga, j'ai senti qu'il y avait un truc qui était anormal dans mon sein. Et en faisant une autopalpation, j'ai découvert qu'il y avait une petite boule qui n'était pas là d'habitude. Et donc, je suis allée très vite voir mon médecin traitant, qui a pris la chose très au sérieux, qui m'a adressée très rapidement au centre de mammographie pour faire tout le check-up complet, quoi. Ok. Voilà. Et comment ça s'est passé, du coup, l'annonce pour toi? Alors, l'annonce, en fait, il faut que j'explique le cheminement en deux temps, parce que ça a son importance pour la suite. Donc moi, j'étais assez sereine parce que j'ai toujours eu dans les seins un peu des mastoses, ce qu'on appelle des mastoses, ce que mon médecin a toujours appelé des mastoses. Et jamais eu de soucis particuliers par rapport à ça. Donc j'y allais plutôt sereine. J'y allais sereine à cause de ça, ou grâce à ça. Et j'y allais sereine aussi, par pure croyance, en me disant, mais il m'est déjà tellement tombé de trucs sur le coin du nez qu'il ne peut pas me tomber ça aussi sur le coin du nez. Donc sincèrement, j'avais dans un coin de ma tête que potentiellement, mais j'étais plus ou moins sereine quand même. Et l'annonce a été extrêmement brutale. De une, parce que vraiment j'étais sereine. Et de deux, parce qu'on me l'a annoncé de manière très brutale. C'est-à-dire que je suis vraiment tombée sur quelqu'un qui m'a reçue dans une pièce toute petite, toute noire, et qui est resté debout dans l'entrebâillement de la porte, qui n'a même pas pris le temps de s'asseoir pour m'annoncer la chose. Donc ça a été, j'ai pris ça comme un coup de pelle en fait, hein, pas plus, pas moins. J'étais avec mon conjoint en plus, qui lui aussi arrivait un peu serein en se disant non mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et du coup voilà, on a vraiment pris un coup de pelle sur le moment. Je suis ressortie du cabinet de mammographie très en colère, vraiment en colère, parce que je trouvais ça injuste que ça me tombe encore dessus. Et puis après, s'en est suivi une longue période, enfin, ce que j'ai vécu comme étant la période la plus longue de toute ma vie, une des périodes les plus longues de toute ma vie, parce que quand on te dit cancer du sein, tu imagines tout de suite forcément le pire, Tout à fait. sauf que il y a cancer et cancer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cancers, il y a beaucoup de cancers du sein qui se soignent, sauf que moi, j'ai juste entendu cancer. Ouais, le mot qui fait peur. Voilà, exactement. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand on t'annonce un cancer du sein, en tout cas ce qui a été mon cas, quand on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein,
les personnes qui m'ont reçue dans un premier temps, à savoir la nana qui m'a fait passer la mammographie, enfin, qui m'a fait la biopsie, et puis mon médecin traitant, ne sont pas forcément aptes à lire quel type de cancer tu as. D'accord. C'est-à-dire que les résultats précis de la biopsie leur sont transmis, mais ils ne sont pas forcément formés à les lire précisément. Et donc, entre le moment où un médecin te dit vous avez un cancer du sein et le moment où il y a quelqu'un d'habilité à vraiment lire les résultats correctement et à te dire quel type de cancer, quel type de machin, vraiment, qui est là pour t'expliquer les choses, moi, il s'est écoulé 3 semaines. Donc là, pendant 3 semaines, là, t'es anéanti. Là, Ouais, 3 longues semaines, ouais, en fait, ouais. où tu te poses 10 000 questions et t'as Ah ouais. personne pour y répondre. Ouais, Quoi. là, c'est l'angoisse, en fait, qui prend vraiment le dessus. Parce que évidemment, tu t'imagines le pire. Après, il se passe vraiment 1000 choses. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses à gérer. Il y a déjà le digérer soi. Il y a l'annoncer aux autres. Très difficile, ça aussi, parce que tu te dis, oh là là, va falloir que je leur rajoute ça aussi. Du coup, c'est très compliqué, ça, d'aller annoncer ça à des gens. Parfois, des gens qui sont fragiles, parfois des gens qui sont déjà malheureux pour d'autres raisons. Bon, il y a tout ce truc-là qui est difficile. Après, je me revois aussi vraiment prendre la mesure de la vie à ce moment-là. Parce que c'est pas une caricature, en fait, c'est pas ce qu'on voit dans les films. Enfin, si, justement, c'est un peu comme ce qu'on voit dans les films, où on voit les gens qui d'un coup se mettent à vivre parce qu'on leur dit que peut-être ils vont mourir. Mais en fait, j'ai eu ça un petit peu aussi. Je me suis mis à aller dehors, à écouter les bruits, à vivre, en fait, à apprécier des choses que je regardais pas forcément avant. Je vais pleurer. Apprécier l'instant présent. Oui, pardon. Donc, on se remet à apprécier des petites choses qu'on regardait plus vraiment. Et ça m'a aussi amené à me poser la question est-ce que je suis, comment dire, OK avec là où j'en suis dans ma vie aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que je suis OK avec la personne avec qui je vis, par exemple? Est-ce que je suis OK avec mon entourage? Est-ce que si demain je m'en vais, est-ce que ma fille, elle aura tout ce qu'il faut? En fait, je me suis mise à checker tous ces trucs-là, à cocher à mettre des coches, et je me suis rendu compte que j'étais pas si mal. J'étais bien entourée, que j'étais rassurée par rapport à plein de choses en fin de compte. Du coup, ça m'a permis une certaine, ça m'a pas enlevé mon angoisse, mais par contre, ça m'a donné une certaine sérénité en me disant, si je m'en vais, tout est ok. En fait, tu as fait une analyse de toi, de ta vie, une introspection, en fait. Ben, je me suis surtout je me suis surtout interrogée sur est-ce que ce que j'ai fait de ma vie, est-ce que là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, est-ce que je suis ok avec les choix que j'ai faits en fait? Est-ce que je suis en accord avec avec les choix que j'ai faits? Est-ce que je suis dans mes valeurs? Est-ce que je suis oui, est-ce que je suis dans mes valeurs en fait? Est-ce que je suis rassurée? Si je m'en vais maintenant, est-ce que je pars rassurée? Ça doit être dur à faire comme travail. Bah oui, mais c'est en même temps quand tu es à attendre pendant 3 semaines à bader dans un canapé, tu t'en Effectivement. poses des questions, hein. Tu Effectivement. t'en poses. Et du coup, effectivement, ça m'a quand même permis de. Je pense que ça doit être terrible d'avoir peur de mourir en fait, parce que c'est le mot. Il faut que j'arrête de dire partir. C'est pas partir, c'est mourir. Ça doit être terrible d'avoir peur de mourir et de pas être ok avec là où on en est dans sa vie, de pas être bien entouré, de pas être serein, de pas. Et pour le coup, moi, j'étais rassurée de me rendre compte que j'étais assez sereine avec ce qui se passait dans ma vie, en tout cas. D'accord. Voilà. J'allais te poser du coup la question sur tes émotions et tout. Tu nous as tout expliqué. Du coup, suite à ces 3 semaines d'attente, tu as vu un médecin. Alors, j'ai oublié de dire un autre truc par rapport au reste, parce qu'il y a quand même un autre truc. Il y a eu cette histoire de me dire, de me sentir rassurée par mon entourage, etc., par là où était ma vie. Et il y a aussi quand même quelque chose qui m'a aidée. En fait, il y a eu le diagnostic qui est tombé le fin mars, une journée fin mars.
Et en fait, tout de suite après le diagnostic, le premier truc qu'on a fait avec mon conjoint, c'est d'aller dans un rassemblement commémoratif contre les méga-bassines. Parce que, en fait, j'avais besoin à ce moment-là de ne pas penser à moi et d'être dans un combat collectif. Ça m'a fait vachement de bien de me décentrer de ce que j'étais en train de vivre et d'aller. Et là, à ce moment-là, on a été en manif, on a fait des rassemblements, on a fait ce genre de choses déjà parce que c'est mes valeurs de le faire de base, et aussi parce que j'avais besoin de me décentrer et de voir que oui, il y a ma personne, mais il y a le monde en fait qui tourne Il y a le autour. monde autour. Exactement. Et ça m'a fait du bien en tout cas, tout ça, ça a joué en fait de concert. Euh, de voir que le monde tourne autour et qu'il y a des choses dans le monde qui ne m'appartiennent pas, et il y a d'autres combats, il y a d'autres choses. Enfin, voilà, sortir de son nombril en fait. Ça m'a fait du bien. Ça m'a Ouais. aidé en tout cas. Je sais pas, c'est pas le mot que ça m'a fait du bien, mais ça m'a Ça t'a aidé. aidé à avancer, en tout Ouais, cas. ouais, ça m'a aidé et ça continue à m'aider, hein, vraiment. Clairement, ça continue à m'aider de... Là, samedi, on va avec ma belle-sœur faire une marche en soutien aux Palestiniens, oui, aux Palestiniens de la bande de Gaza. Mais pour moi, c'est important de continuer à faire ces choses-là et de pas me renfermer chez moi et de pleurer sur mon sort, etc. Voilà. Ok. Alors déjà, je vais préciser, parce que je te connais quand même un petit peu, que tu as quand même le caractère d'une femme Ah oui, battante oui. et forte. Tu ne te laisses pas aller non plus comme ça. Et Non, c'est non. vrai que je pense que ça aide Alors, il y a à ça continuer. il y a ça qui aide. Et puis, oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Quand je disais tout à l'heure que j'étais assez sereine quand j'ai passé la biopsie, parce que j'en avais vraiment pris plein la gueule ces 20 dernières années, c'est quand même, on a mangé chaud dans ma famille, vraiment chaud. Donc oui, on en a vu deux, trois. Et moi, je sais pas, enfin, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ce soit pas une faiblesse. Parce que c'est pas tombé tout cuit dans mon bec, j'ai pas attendu que. J'ai eu des moments très difficiles, des moments vraiment de dépression, mais j'ai aussi vu plein de psy, j'ai fait plein de travail sur moi-même. Ça m'a pris 20 ans, mais aujourd'hui, ça me permet aussi d'avoir quelques outils pour affronter deux, trois trucs. Voilà, Pour avancer, pour du avancer. coup. Oui. Alors, tu as eu ton premier rendez-vous avec les médecins. Donc, comment Oui. ça s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour la suite? Alors, au bout de ces 3 longues semaines interminables d'attente, vraiment interminables, je vais en rendez-vous donc à Poitiers avec un gynécologue. C'est le gynécologue qui m'opère, enfin qui prévoit de m'opérer, qui me reçoit en premier et qui lui lit les résultats de manière médicale vraiment et m'explique quel type de cancer, etc., etc. Je tombe sur un jeune médecin. J'insiste sur le jeune médecin parce qu'en fait, dans tout mon parcours jusqu'à présent, je suis tombée que sur des jeunes médecins et ils ont une approche de l'autre qui est assez fabuleuse. Il y a un grand respect en fait de l'humain qu'ils ont en face d'eux. Ils sont pas blasés du tout. Là, je suis vraiment tombée sur des gens super et ça aide aussi beaucoup à traverser tout ça parce que on se sent considéré. Ils prennent le temps d'expliquer, ils prennent le temps de rassurer. Enfin voilà, on est quand même bien, 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 bien entouré. C'est pas comme la première personne qui te dit Pas du tout. vous avez un cancer Entre la entre une porte et le porte et couloir. ouais, Ouais, voilà. ouais, ouais. Non, non, rien à voir. Là, vraiment, donc le gynéco qui me reçoit la première fois m'explique précisément les résultats de la biopsie. Donc là, quand même, après le gros coup de pelle, là, on respire parce qu'on comprend que ça reste un cancer et que c'est pas anodin, mais on comprend aussi que on n'est pas sur un truc dramatique en fin de compte. Donc là, en fait, malgré le contexte, plus le gynéco m'explique ce qui va se passer et plus avec mon conjoint, on respire en fait. Plus on se relâche et plus on est détendu, plus on... Voilà. Euh, donc ce moment-là, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis assez légère par rapport à tout ça. C'est parce que aussi, moi, j'ai la chance d'avoir quelque chose qui se solutionne. Oui, On m'aurait annoncé quelque chose qui ne se soigne pas, je serais certainement pas non plus aussi forte que ça.
Oui. Et la façon d'en parler ne serait peut-être pas la même et Exactement, le combat serait exactement. Différent et différent différent et plus compliqué. Enfin, oui. parce que là, je suis dans le soin, là, je suis dans la vie en fait. Mm. Mais comment est-ce qu'on continue à être dans la vie quand on sait qu'on va mourir bientôt? Je me suis posé cette question, mais à un moment donné, je me revois marcher dans cette allée de jardin en me disant comment on fait quand on nous dit qu'on va mourir pour continuer à vivre. Et puis au final, je me suis dit, mais en fait, quand on est, on est un bébé, la finalité, c'est de mourir quoi qu'il arrive. Donc toute notre vie, on vit en sachant qu'on va mourir finalement. C'est le principe. Juste quand Ouais, c'est mais à, quand c'est à court terme, est-ce que c'est possible de continuer je pense que quand on pose les mots, enfin, c'est mon point de vue après, quand on pose les mots de il vous reste tant de temps, Ouais, je pense enfin, quand on nous dit ça, déjà, on meurt en fait. oui. Oui, oui, je pense qu'il y a un truc. Bon, en tout cas, j'imagine, parce que comme je le vis pas, je peux que imaginer Mm. que je ne serais pas dans cet état d'esprit si c'était plus avancé, plus Oui. grave. Voilà. Ça, je crois que je ne serais pas dans le même état d'esprit. Donc, du coup, tu as subi une opération. Oui, j'ai subi une opération toute petite. Toute petite, j'ai eu la chance de pas. Enfin, la chance. Moi, j'étais vraiment prête j'avais accepté l'idée qu'éventuellement il y ait une mastectomie totale. Je m'étais préparée à ça. Il se trouve que c'est pas ça qui a été retenu parce que ça ne s'était pas nécessaire. La tumeur était vraiment petite, donc ils ont pu enlever que la tumeur et quand même des ganglions parce qu'il y avait quand même une invasion au niveau d'un ganglion. Donc voilà, là l'opération, je dis pas que ça a été une partie de plaisir non plus dingue. Euh, pour moi, ce qui était compliqué, c'était l'anesthésie, bizarrement. Le fait qu'on m'endorme et que je sache pas ce qui se passe pendant ce temps-là, bah, ça c'est mon côté contrôle, maîtrise, tout ça. C'est ça. C'est venu titiller ce truc-là et du coup ça m'a pas fait plaisir. Mais j'ai été super bien opérée. Niveau récupération, il y a eu 3 semaines un peu difficiles parce que j'ai perdu en mobilité, que j'ai pas pu conduire, donc j'étais pas autonome, etc. Mais 3 semaines, ça passe vite en fait, pour le coup. Donc l'opération en soi s'est très bien passée et ça va vite se récupérer. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Les analyses qui ont été faites sont bonnes. Tout est sain autour. Donc voilà, tout ça s'est très bien passé. Et comment tu vis la relation à ton corps depuis, depuis cette annonce, depuis l'opération? Est-ce que ça a changé ou c'est comme avant? Alors la relation à mon corps, je dirais que ça aussi c'est un sujet que je travaille depuis fort longtemps parce que je suis une ancienne anorexique moi en fait. Donc la relation à mon corps, elle a longtemps été compliquée, très compliquée. Et du coup euh, c'est pas là, ces derniers temps, j'avais vraiment repris, entre guillemets, possession de mon corps et confiance en mon corps parce que j'ai trouvé le moyen de me sentir bien dedans, c'est-à-dire faire du sport. Pas à outrance, mais moi, j'ai Ouais. besoin vraiment de faire du sport parce que ça me permet d'évacuer plein de choses. Donc oui, le sport me permet d'évacuer plein de choses. Et puis, ça me permet d'accepter mon corps tel qu'il est aussi, de pas trop détester ce que je vois dans le miroir le matin, parce que ça a quand même longtemps été le cas. Euh, euh, Après, il y a une autre question qui est la question peut-être plus de la féminité, entre guillemets, Mm. parce que ça touche la poitrine. Là, moi, je vais avoir une chimiothérapie, donc ça va toucher aussi les cheveux, etc. Euh, et je vais modérer mes propos en disant que, encore une fois, par chance, on vit à l'époque dans laquelle on vit. Je m'explique. Avant, quand nos mamans étaient jeunes, la féminité, c'était la poitrine et c'était les cheveux. Ouais. Et c'était les robes et c'était les marqueurs de féminité, ils étaient là.
aujourd'hui, on est quand même dans des générations de nanas qui arrivent, attention, la féminité, elle passe surtout pas que par ça. Et on voit arriver là des ados, des grands ados, des jeunes adultes qui sont pas du tout là-dedans et qui ont carrément raison justement de décentrer la féminité de ces trucs-là. Parce que aujourd'hui, on regarde une série, il y a des nanas qui sont rasées. On va dans les lycées, les nanas, elles sont pas forcément en robe, elles sont souvent en pantalon ou en short d'ailleurs. Euh, voilà, il y a plein de marqueurs de féminité qui c'est plus les mêmes en fait, c'est plus les mêmes. Donc ça m'aide quand même à me dire oui, je vais plus avoir de cheveux pendant tant de mois. Bon, à la fois ça m'arrive en 2025 et je pense que le vivre en 82, c'est pas la même chose quoi. Voilà. Donc en fait, à chaque étape, je vois le côté qui est embêtant, perdre ses cheveux, puis après je vois le côté positif. Ça m'arrive en 2025. Ouais, je pense qu'il y a la partie, comme tu dis, embêtante, Ouais, perdre ses cheveux, et là, tu baisses peut-être les bras pendant 5 minutes où tu vas te poser 10 000 c'est questions, exactement ça. et enfin, une soirée, et le Mm. lendemain, tu te dis, ouais, en fait, j'ai de la chance, ça m'arrive en Exactement. 2025, quoi. Exactement. À chacune des étapes là, qui m'est annoncée ou qui m'arrive ou machin, j'ai des petits moments, oui, parce que je suis normale et humaine et puis que c'est normal Tout à fait. voilà, d'avoir des petits moments peut-être de moins bien, mais à chaque fois, j'essaie de me dire, bon alors, allez, qu'est-ce qui est positif là-dedans? Je vais aller me farcir une chémio, je vais être coincée pendant 4 heures dans une pièce, qu'est-ce qui est positif là-dedans? Je vais rencontrer des gens. Bon, bah voilà, j'essaie de la jouer comme ça, pour ce que ça vaut. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais que les gens comprennent sur ce que tu vis? Des choses que je voudrais que les gens comprennent. Je sais pas si j'aimerais que les gens comprennent, mais euh, je, je pense par contre important de ne pas en faire un tabou. Euh, En fait, on a tendance à vouloir cacher qu'on a un cancer. Et d'ailleurs, la preuve en est que tu perds tes cheveux, t'achètes un foulard, tu caches. Mmh, tout à Tu fait. caches pour toi parce qu'on n'est pas habitué et que c'est pas évident à voir. Mais je pense qu'il y a le regard aussi des autres là-dedans. Et peut-être que s'il y a quelque chose à faire comprendre ou à passer comme message, c'est peut-être ça. Attention au regard qu'on porte sur quelqu'un de malade, parce que quelqu'un de malade n'est pas forcément quelqu'un de mourant, n'est pas forcément quelqu'un de dépressif. Euh, Moi, je me surprends des fois à en rigoler, à faire des blagues. Et les gens en face de moi, ça peut les interroger, les choquer, les déstabiliser euh, parce que maladie égale dépression, quoi, quelque part. Ouais, mais toi, c'est ta force pour tenir aussi, en Ouais, fait. bah, tout à fait. Et c'est pas, comme tu dis, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est Exactement. au fond du trou non plus Ouais, et que la vie s'arrête. exactement. Exactement. Et il n'y a rien qui m'a plus enquiquiné qu'un regard, comment dire, un peu de tristesse, un peu de. Tu sais, quand les gens te regardent, on dit oh, ma pauvre, Pitié, quoi. de pitié, voilà. Ça, c'est pas glop. Après, c'est à moi que ça convient pas. Il y a peut-être des gens à qui ça convient, Mm. certainement. En ce qui me concerne, le regard de pitié, c'est vraiment Ouais, rédhibitoire. toi, tu veux qu'on te voit Bah, comme je suis. comme t'es. En fait, rien n'a changé. T'es la même que t'étais il y Exactement. a 3 mois, et Exactement. la vie continue et on a le droit de se Exactement. marrer. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qui te donne le plus de force? De vivre ma vie comme elle a toujours été, en fait. De rien changer. En fait, on n'a rien changé à la maison. Ouais, tout est pareil, tout Tout est est... pareil. C'est-à-dire que même mes papiers de maladie, ils traînent sur la table parce que j'en ai besoin le lendemain, mais sinon, ils disparaissent de mon champ de vision. Et c'est pas du déni. C'est juste, les choses, elles sont. Je continue à aller chercher ma fille à l'école tous les jours, à l'emmener tous les jours à l'école, à l'emmener à ses activités. On a. Alors, évidemment qu'il y a des petits moments où il y a des parenthèses parce que physiquement parlant,
bah, quand j'ai été opérée, je pouvais plus conduire. Bon, bah, forcément, il y a des petits changements qui s'opèrent. Mais globalement, euh, rien n'a changé. Ta vie, Rien elle n'a changé. continue. Enfin, du coup, tu parlais de ton conjoint tout à l'heure. Ouais. Même son regard envers toi, en fait, rien n'a changé. Ah, Peut-être que ça ça, vous... faudrait lui demander. Il n'est pas là. Il n'est On pas peut là. pas. Non, mais je pense que... Enfin, voilà, il t'a accompagné quand même Oui, oui, à toujours. tous les rendez-vous et tout. Toujours. Euh, Tant qu'il a pu le faire, il a pu. Après, il y a une réalité dans le monde du travail aujourd'hui qui est que bah, si tu veux des jours, bah, faut bouffer sur tes congés et que ça a ses limites aussi. Voilà. Donc, mais à chaque fois que j'ai eu besoin de sa présence, il l'a fait. Ce qui est très bien, parce que tu as besoin d'être... Ouais, ouais. Ben, il y a eu des moments où j'ai eu besoin d'être oui, d'être entourée, étayée, on va dire. Ouais. Et il a carrément fait le job, hein. Oui, Déjà, oui. c'est très important, je pense. Bah, c'est primordial. Bah, je sais pas ce qui peut se passer dans ton couple si tu te rends compte que ton conjoint est absent, quoi, dans ce genre de moment, parce que le couple, c'est déjà quelque chose qui est compliqué à vivre. Enfin, en tout cas, c'est pas simple de s'accorder avec quelqu'un pendant toute une vie. Mm. Euh, Alors, si tu t'aperçois que l'autre, en plus, n'est pas là pour toi dans les moments difficiles, parce que ça reste un moment difficile, je pense que ça fait... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas parler pour les autres personnes, mais en ce qui me concerne, ça aurait été compliqué de vivre mon couple s'il n'avait pas fait preuve de présence, Ouais. de Ce compassion, qui de... Voilà. s'entend aussi. Mm. Est-ce que ça t'apprend des choses sur toi, en fait, en ce moment, parce que tu disais donc que tu avais fait un parcours psychologique, un parcours de niveau lecture, développement personnel, je suppose. Même pas. Non, je lis des trucs sur Je disais tout à l'heure que j'aimais bien les luttes, etc. Je lis des trucs sur les combats des ouvrières aux États-Unis dans les années 40. Donc, non, mes lectures, elles sont pas. Ok. Ou je lis des romans aussi. Et là, je suis tombée que sur des romans qui parlent de lutte, en fait. Donc en fait, c'est bien, je suis dans ma thématique, ça me convient bien. Moi, j'estime que là, je suis dans une forme de lutte aussi. Alors, c'est évidemment pas le même combat que des luttes ouvrières ou que des luttes écologiques, écologistes, je sais pas comment on dit. Bref, mais ça reste, voilà, ça reste être debout et se battre pour quelque chose. Donc mes lectures, elles sont plutôt celles-ci. Et toi, du coup, quand il y a eu ce diagnostic-là, Mm. est-ce que depuis, tu as appris des choses sur toi? J'ai appris que ma vie, elle était cool. Et c'est pas rien de s'en rendre compte, en fait, de ça. C'est pas rien de se le dire, de se dire, ma vie telle qu'elle est, elle est cool. Je pense qu'on est tellement dans un train-train, Ouais, on ne prend pas le recul, et il exactement. faudrait. Et en fait, je crois que ça m'a vraiment permis de me rendre compte de ça. Je l'avais dans un coin de ma tête, mais on est toujours plus ou moins en train de se plaindre de ci, de ça, nanani. Il y a toujours le petit truc qu'on n'a pas, le petit truc qu'on aimerait. Ton gamin qui fait trop de bruit le soir, il se lève pas le matin, machin. Puis bah là, quand tu regardes, tu dis ouais, bah, En fait, c'est cool. en fait, c'est cool. J'ai un gamin qui est, voilà, qui est plein de vie. J'ai un gamin qui se lève pas le matin, mais il est comme tous les gamins. J'ai un conjoint qui laisse traîner ses godasses sur le tapis de l'entrée. Ça me fait râler. Bah ouais, mais en même temps, je vis pas toute seule, quoi. Bon, Ouais. bah en fait, voilà, ça permet de. Quand je disais que j'avais fait vraiment un check-up de est-ce que je suis alignée avec tout ce que j'attends de la vie et avec tout ce que je veux être, oui, ça m'a permis ça, de me rendre compte que ma vie, elle est vraiment cool. C'est pas parfait quand le conjoint laisse Ouais, traîner mais les godasses, mais au final, c'est est-ce l'imperfection. qu'une vie parfaite existe Non, réellement? ça n'existe Voilà. pas. Et quand l'imperfection vient pas abîmer ton truc, c'est que c'est vraiment pas grave, quoi. C'est vraiment pas grave. Donc voilà, j'ai pas appris grand chose sur moi de particulier, sinon que je suis quand même, je suis contente de moi d'avoir trouvé cette force à l'intérieur de moi pour affronter ça quand même, parce que c'est cool de se sentir fort aussi. Mais voilà, c'est plutôt ça qui s'est passé dans ma tête. Ma vie est vraiment cool. Tant mieux. Et c'est beau à entendre. Ouais.
Qu'aimerais-tu dire à une femme qui vient de recevoir un diagnostic? Ah, alors ça, c'est si dur. C'est si dur parce que c'est vraiment intime ce truc-là. Et évidemment qu'on a envie de dire, vas-y, meuf, ça va le faire. Tu vas y arriver parce que t'as les capacités, t'as tout à l'intérieur de toi pour y arriver. À la fois, je sais à quel point quand tu reçois ça comme un coup de pelle vraiment, euh, je sais pas si on a envie qu'on nous dise quelque chose. Moi, je sais pas si j'aurais eu envie qu'on me dise quelque chose à ce moment-là. Ouais, le fait d'entendre peut-être le non mais t'es forte, tu vas y arriver, c'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre non plus à ce moment-là. Sur le coup, mais en fait, vraiment, je fais une vraie dissociation entre ce moment où je savais pas vraiment où en était la maladie, où là vraiment j'étais en angoisse et en panique, et la deuxième partie où là j'étais quand même plus rassurée et où là vraiment j'ai retrouvé des forces, mais parce que je m'estime chanceuse au final. Oui, j'ai un cancer du sein, oui, je vais avoir la totale opération, chimio, rayon, et me- ça va me bouffer une année entière de ma vie à l'hôpital, mais je m'estime chanceuse, vraiment, et je pèse mes mots, hein. Maintenant, la première partie, je pense que tout ce qu'on me disait, ça n'allait pas en fait, parce que c'est l'angoisse qui prenait le dessus, et peut-être que ce que j'aimerais faire, c'est accueillir l'angoisse des autres. Mm. Parce que je crois que dans un premier temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et pas grand-chose d'autre à dire en fait. Bah, j'ai l'impression. Mm. En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai eue, et j'avais l'impression que, à part déverser, le mot est pas très joli, mais à part, oui, déverser, en fait, j'en ai pas d'autre. Mon angoisse, et avoir des oreilles pour m'écouter, on pouvait me dire à peu près tout ce qu'on voulait en face, il y avait absolument rien qui rentrait, quoi. Par contre, ça me faisait du bien de parler de mes angoisses. Mm. Donc je pense que je dirais, enfin, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un à qui on vient d'annoncer un cancer? Dans un premier temps, je l'écouterais. Je lui dirais pas grand-chose, je crois. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à la Marilyn que tu étais il y a quelques mois? Il y a quelques mois avant la maladie, ou il y a quelques Ouais, mois encore plus loin? avant la maladie. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? J'aimerais lui dire, oui, la vie parfois elle est injuste. Il y a des choses contre lesquelles, il y a des choses qui nous arrivent, on peut rien y faire. Je pourrais lui dire que parfois la vie elle s'acharne et elle est injuste, mais que c'est pas ça qui fait qu'on peut pas vivre et qu'on a une grande capacité de résilience. Euh, et que surtout il faut avoir honte de rien, et dire les choses comme on les vit en fait. Il n'y a rien de pire que de se taire et de rester dans son coin. Et du coup, si tu avais un mot, une image, un mantra ou je ne sais quoi à partager à toutes les femmes qui écoutent, qu'est-ce que tu dirais? Alors je peux dire quel est le mien, Vas-y. et à chacun, à chacune de trouver le sien. Et je vais expliquer pourquoi c'est ça. Au début, dans les 3 premières semaines justement où j'étais vraiment, vraiment si mal, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen pour reprendre la maîtrise en fait de mes émotions. Il faut que je trouve une astuce. Et donc tous les matins, depuis mars, je m'écris sur la main un petit mot qui est fight. Ça veut dire la bagarre, quoi. On avance, on se bagarre, on lutte. Et tous les matins, et quand ça s'efface dans la journée, je le réécris. Ça me permet de décrocher l'émotion qui m'envahit parfois, et de le mettre sur ma main et de prendre le contrôle dessus. Bah, je sais pas. Mon mantra, moi, ça a été ça. Ça a été ça, mon petit mot. C'est fight. Ok. Et d'ailleurs, quand j'ai été opérée, je l'avais écrit, quand on se fait opérer, il faut noter sur son bras, il faut faire un petit rond, parce que pour que le médecin se gourre pas de sang, en fait, tout simplement.
ça peut avoir une utilité. Et j'avais réécrit sur mon bras mon fight, et le gynéco qui m'a opéré, il avait remarqué que j'avais mon petit fight à gauche, que je l'avais réécrit à droite, et quand il m'a vu après l'opération, il m'a dit et allez fight. Est-ce que tu as autre chose du coup à rajouter pour Oui, nous toutes oui. qui t'écoutons? Nous toutes, si on peut penser à faire des autopalpations, à se tripoter le sein dès qu'on peut. Parce que moi, si j'avais attendu les premières convocations de contrôle en fait, qui arrivent à 50 ans, moi j'ai 43 ans, ça n'aurait pas été la même, je pense. Donc voilà, si, ça m'a quand même sauvée. Non, puis surtout que sous la douche, Oui, on peut... les dessous de bras, les seins, on y va, c'est important, ça peut carrément changer la donne, quoi. Et du coup, je vais te faire rire, mais surtout, palpez-vous. Palpez-vous. Merci à mon invité pour sa parole et merci à vous qui écoutez ce podcast. On est ici pour briser les silences autour du cancer du sein, pour dire ce que la société tait, pour mettre des mots sur les peurs, les doutes et les douleurs, mais aussi sur la force, la lumière et le courage infini de tant de femmes. À vous qui traversez ce combat, vous n'êtes pas seul. Votre douleur est légitime. Votre histoire mérite d'être entendue. Et votre corps, même abîmé, reste digne, puissant et aimable. Prenez soin de vous, entourez-vous et surtout, ne laissez jamais le silence vous isoler. Pensez à vous palper et à très bientôt dans un nouvel épisode sur la face cachée de la Lune. N'oubliez pas de noter le podcast sur la plateforme où vous l'écoutez, de partager un maximum. C'est comme ça qu'on arrivera à créer une communauté. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.